Depuis 2001 et la fin des guerres en ex-Yougoslavie, les rivages de la Croatie sont devenus l'une des destinations les plus appréciées des touristes européens. Sur plusieurs centaines de kilomètres, la côte adriatique abrite des villes au patrimoine architectural d'une exceptionnelle beauté. Split et les vestiges du palais de l'empereur Dioclétien. Trogir, pittoresque cité médiévale. Šibenik et son étonnante cathédrale Renaissance. Dubrovnik, enfin, l'ancienne Raguse, aux célèbres fortifications. Ces villes ne sont pas seulement des fenêtres laissant passer la lumière de l'histoire, elles sont aussi des portes ouvertes sur le patrimoine naturel de toute une région. Évolution des mentalités, prise de conscience écologique. Les voyageurs, de plus en plus nombreux, cherchent au-delà du décor à partager la vie réelle des habitants et leurs traditions. À bord de notre goélette, nous allons quitter Dubrovnik et mettre le cap en direction du parc national de l'île de Mljet. Poursuivant notre route, nous aborderons Korčula et ses vignobles, puis les îles de Vis et de Lastovo, où des marins font revivre d'anciennes traditions maritimes, avant de rejoindre Hvar, aux collines couvertes de lavande. Un voyage au gré du vent, au cœur des îles de Dalmatie, jardin secret au cœur de l'Adriatique. Avant de mettre le cap vers les îles, c'est sur le continent que commence notre voyage. Au cœur du parc naturel de Krka, où l'eau et la terre s'unissent pour donner naissance à un paysage d'une exceptionnelle beauté. Il est tôt le matin. Les rayons du soleil ne pénètrent pas encore dans le défilé que la rivière Krka a creusé dans la montagne. La rivière Krka prend sa source dans la Dinara, une haute montagne. Elle est longue de 72 km. Sur son parcours, elle traverse et relie donc entre elles 3 villes, Knin, Drniš et Šibenik. Ensuite, elle se jette dans la mer Adriatique par le canal de Šibenik. Les géologues ont mis en évidence le fait que la Krka était certainement dans le passé un fleuve bien plus important, avec un courant beaucoup plus fort. C'est ce qui lui a permis, lors de la dernière période glaciaire, de se frayer un chemin jusqu'à la mer. Nous débarquons bientôt. Guidés par le grondement de l'eau, nous arrivons devant Skradinski Buk, la grande cascade. Se frayant un chemin au cœur de la végétation, la rivière devenue cascade dévale cet escalier de roches dans un tumulte impressionnant, avant d'accomplir un dernier saut spectaculaire et majestueux. Alors que dans le défilé, la rivière a creusé la pierre, ici, à l'inverse, elle a donné naissance à une sorte de calcaire, le travertin. Un miracle naturel qui a une explication. C'est lorsque son débit s'est ralenti que le processus de dépôt du carbonate de calcium commença. Il fut suivi de la formation de différentes variétés de mousse très spécifiques sur lesquelles se fixèrent les microcristaux de dioxyde de carbone et de carbonate de calcium. Bien que gênés par les dépôts de carbonate de calcium, les mousses continuèrent à se développer rapidement. Les mousses continuèrent à grandir, le calcium continua à se fixer et ainsi apparurent les premiers barrages de travertin. Ils s'accumulent toujours vers le haut, formant ainsi ce que nous appelons des barbes, des grottes ou des fosses. En tant qu'écosystème, je dois le rappeler, ils sont très sensibles.
Et toute pollution de l'eau peut stopper leur croissance. C'est pour cette raison que dans le parc national, toute activité polluante est interdite. On a installé des purificateurs d'eau et mis en place des règles afin de préserver ces paysages de grande valeur. Le parc national de Carca accueille chaque été de nombreux touristes. Les plus téméraires se baignent dans les bassins d'eau fraîche au pied des cascades. Les autres se promènent sur les chemins de bois qui courent le long des barrières de travertin ou visitent les moulins qui fonctionnaient autrefois grâce à la puissance de l'eau. La rivière Carca a toujours été d'une grande importance pour les habitants des alentours. Sur chaque cascade, on avait installé un petit moulin. Autrefois, l'importance des moulins était considérable. Pour fabriquer le pain, il faut d'abord moudre le blé. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, il n'y avait pas d'électricité. On avait donc recours à l'eau pour faire tourner les moulins. Sur cette cascade, par exemple, il y avait plus de 60 moulins, peut-être même une centaine. Les gens venaient de partout, de toute la Dalmatie, de l'Istrie et même de Dubrovnik pour y faire moudre leur blé. La Carca se jette dans la mer. Cela veut dire que depuis l'estuaire, on peut remonter la rivière jusqu'à cette cascade. Après avoir chargé le blé sur les bateaux, les habitants des villages venaient jusqu'ici. Ils faisaient moudre leur blé, puis rentraient chez eux, le bateau chargé de farine. Au-delà de la grande cascade, une quarantaine de mètres plus haut, nous reprenons notre navigation. La rivière débouche bientôt sur un lac. Fondé par des moines ermites, le monastère qui occupe la petite île de Visovac devient franciscain en 1445. Même pendant les siècles de domination ottomane, ils poursuivront leur vie monastique dans ce paysage paradisiaque, loin de la fureur du monde. Poursuivant notre remontée de la Carca, nous pénétrons au cœur d'un étroit défilé aux parois vertigineuses. Ultime récompense, nous découvrons un chapelet de cascades caché au cœur d'un écrin de verdure. Nous avons rejoint Dubrovnik. C'est de là que nous allons partir à la découverte des îles. Dubrovnik est une célébrité. Comme Venise, la puissance de son nom est telle qu'elle attire chaque été à elle seule des millions de touristes vers le littoral dalmate. Du 15e au 17e siècle, Raguse, le premier nom de Dubrovnik, connaît son âge d'or. Reflet de sa puissance commerciale, la cité se développe et s'enrichit de palais, d'églises et de monastères. Devenu aujourd'hui un simple lieu de promenade, les épais remparts qui font le tour de la ville assuraient autrefois sa protection. C'était l'époque où les voiliers ragusiens cinglaient vers l'Orient, l'Amérique ou l'Asie, et revenaient les cales remplies de brocarts et de soie, d'ivoire et de bois précieux, d'épices ou bien de porcelaine. Leur ombre plane encore sur les quais du Vieux-Port,
qui demeure malgré l'affluence touristique l'un des lieux préférés des habitants. Ce vieux port, comme nous l'appelons, est quelque chose de très important pour les Dubrovnikois et surtout pour les anciens. Tous ont un petit bateau avec lequel ils vont régulièrement en mer ou vers les îles des alentours. C'est l'un des endroits les plus importants de la ville. Ils se donnent rendez-vous ici avant de partir pêcher ou faire des balades. La fin de la journée approche et le Stradum, l'artère principale de la ville, ne désemplit pas. L'instant est venu pour nous de quitter cette ville magnifique et de prendre la mer pour découvrir un autre visage de la Dalmatie. Si vous souhaitez vivre au milieu de la foule, alors vous vivez dans la vieille ville et vous la vivez à plein poumon. Mais si vous souhaitez profiter de la mer et de la nature, alors vous allez dans les îles. Chacun a son île préférée. Vous avez des îles à l'architecture baroque ou Renaissance, ou comme Miette qui ressemble à la Grèce. Il y a des endroits vraiment fantastiques où vous pouvez vous reposer. Nous avons quitté Dubrovnik. Accompagnés par les derniers rayons du soleil, nous nous dirigeons vers le nord-ouest en direction de l'île de Miette, notre première escale. Nous avons passé la nuit dans le petit port de Pomena. Même si la présence de quelques voiliers trahit l'existence d'une activité touristique, on est bien loin de l'effervescence de Dubrovnik. Miette n'est pourtant pas une inconnue. D'après la légende, c'est ici que Calypso aurait retenu Ulysse pendant 7 ans, alors qu'il tentait de rejoindre son île d'Ithaque. Avec ses criques protégées et ses montagnes couvertes de forêts, Miette est l'une des plus belles îles de l'Adriatique. Le parc national occupe toute la partie ouest de l'île. Ce statut a empêché les excès qui accompagnent souvent le développement touristique. À Miette, on ne voit pas de grands complexes hôteliers avec vue panoramique sur la mer, mais de simples villages perdus dans la montagne.
Je pense que les villages cachés ont été construits ainsi afin de se protéger des pirates et des guerres. Sur cette île, il doit y avoir à peu près 1000 habitants. Dans ce village, l'hiver, on en compte une centaine. Mais en ce moment, vous n'en trouveriez pas plus de 5. Ils sont tous descendus au port pour s'occuper de tourisme, faire du business. Allez savoir. Comme marin, j'ai visité le Canada, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, le Mexique, le Panama, Rio de Janeiro, Honolulu, Madagascar, l'Australie, et j'en passe. Mais ici, c'est chez moi, et je m'y sens bien. On comprend qu'Ivan, l'ancien marin ayant posé son sac à terre, soit attaché à ses racines, à son village. Mais en arrivant sur les rives du Veliko Jezero, le plus grand des 2 lacs de l'île, il faut se rendre à l'évidence. L'endroit est exceptionnel. Il y a 100 ans exactement, l'Autriche a pris la décision de protéger les lacs et les forêts entourant les lacs du fait de leur extrême beauté. En vérité, ceci est un petit paradis. L'eau de ces 2 lacs est salée. En fait, ce ne sont ni des lacs, ni des fjords, ni même des lagunes, mais des champs karstiques que la mer a envahis suite à des séismes et à l'effondrement du sol. Ces lacs sont le principal symbole de l'île. La forêt de chênes verts, de pins d'Alep et d'arbousiers, Arbutus unedo en latin, compose une couverture végétale qui contribue davantage encore à la beauté de l'île, sans oublier les formes géomorphologiques des roches qui entourent les lacs. La protection de ce milieu naturel unique est très difficile à mettre en œuvre. Malgré la mise en place d'un barrage filtrant à l'entrée du lac, les déchets apportés par les vagues et les courants ne peuvent tous être interceptés. Ce sont les bénédictins qui décident au XIIe siècle de construire un monastère sur cette île du Grand Lac. Maintes fois remanié au cours des siècles, le monastère est finalement laissé à l'abandon au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Endommagé durant la dernière guerre en Yougoslavie, il est aujourd'hui en cours de restauration. Quittant Pomena, nous reprenons notre navigation. Cette fois, nous faisons route au nord, en direction de l'île de Korčula.
Occupant une petite presqu'île qui s'avance dans l'Adriatique, nous apercevons bientôt la ville de Korčula. À l'image de toutes les cités de la côte dalmate, Korčula fut au cours de son histoire l'objet de nombreuses convoitises. Mais ce sont finalement les Vénitiens qui s'en emparent et y demeurent de 1420 à 1797. Une façon pour la Sérénissime de contrôler Raguse, sa concurrente, distante d'à peine quelques dizaines de kilomètres. Le capitaine s'est approché du vieux port situé au pied des fortifications. Impossible de s'amarrer. Le quai doit rester libre d'accès pour les ferries et les bateaux de promenade qui vont et viennent toute la journée. Nous faisons donc demi-tour et prenons la direction d'un petit port situé un peu à l'écart de la ville. Avant même de pénétrer dans les ruelles de la vieille ville, on retrouve un peu l'atmosphère laissée à Dubrovnik. Durant l'été, bateaux rapides et ferries déversent plusieurs fois par jour leur flot de touristes embarqués à Split. C'est par la porte de Veliki Revelin, érigée au XIVe siècle, que l'on pénètre dans la cité. Associé aux armoiries des gouverneurs de Korčula, le lion rappelle la domination vénitienne. Empruntant les ruelles ombragées qui grimpent à l'assaut de la colline, nous arrivons sur une place où sont concentrés les monuments les plus importants de la ville. Le palais Gabrielis, comme la cathédrale qui lui fait face, ont été construits au XVe siècle, à l'âge d'or de la sculpture sur pierre. Un siècle plus tard, à l'avènement de la Renaissance, les tailleurs de pierre ajouteront quelques éléments décoratifs aux façades gothiques. Sans être insensible au charme de Korčula, c'est au village de Lumbarda que nous allons nous intéresser. Sur ces collines couvertes de vignes qui descendent en pente douce vers la mer, vivent des hommes et des femmes qui, comme Maya, sont toujours heureux d'accueillir les visiteurs pour parler de leur vie et de l'amour de leur terroir. Ce sont les Illyriens qui ont commencé à travailler la vigne, bien qu'ils n'étaient pas très reconnus pour leur viticulture. C'est surtout lorsque les Grecs se sont établis dans l'île en créant le village de Lumbarda, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, que la viticulture a connu un réel essor.
C'est à cette époque que Lumbarda devint connu pour son vin. Le cépage Görke est très particulier, car il est composé de fleurs essentiellement femelles, à la différence de 95% des cépages qui sont bisexuels, c'est-à-dire avec des fleurs femelles et mâles. Cela signifie que ce cépage a besoin au moment de sa floraison d'un autre cépage qui fleurit à proximité. D'ailleurs, nous n'avons jamais une fécondation parfaite des fleurs. Et là, nous voyons des grains mieux fécondés que les autres. Les gros grains ont été bien fécondés, les autres non. L'appellation du cépage Görke a deux sens en croate. Le premier signifie le grec, c'est-à-dire l'homme qui vient de Grèce, car c'est peut-être de là que ce cépage tient ses origines. Et le second signifie l'amertume. Notre vin a un petit goût amer, une amertume positive bien entendu, que l'on découvre dans un second temps lorsqu'on le goûte. Peut-être que l'origine de l'appellation vient de là, mais nous n'en sommes pas sûrs. Frano est viticulteur et comme Maya, l'accueil de petits groupes de touristes fait désormais partie intégrante de son activité. Depuis le début, ma famille a vécu de la viticulture et de la vente de ses vins. Mais avec l'arrivée du communisme en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, il était interdit de produire du vin en tant qu'entreprise privée. Avec la démocratisation du pays, j'ai relancé l'activité viticole familiale. Petit à petit, les bâtiments ont été rénovés à l'identique, comme au temps jadis. Alors j'ai commencé à produire, à accueillir des visiteurs et à leur présenter mon activité et mes produits. Au petit matin, nous quittons Korčula. Cette fois, nous nous dirigeons vers le sud et Lastovo, l'une des îles les plus isolées de l'archipel dalmate. Après avoir évalué avec le commandant la distance restant à parcourir pour rejoindre Lastovo, Abraham, le skipper, décide de profiter du vent pour naviguer un peu à la voile. Fabriquée en Turquie, notre goélette n'a rien d'un voilier de régate. La voilure est respectable, mais elle n'est pas facile à manœuvrer. Qu'importe, le vent est favorable et Abraham a envie de se faire plaisir. À mon avis, le principal problème sur ce bateau, c'est que vous devez tout faire manuellement. Il n'y a pas d'enrouleur électrique. D'une certaine façon, on navigue à l'ancienne. On met la proue face au vent, on hisse les voiles
On borde et ensuite on navigue, les voiles gonflées par le vent. Toutes les manœuvres se font comme ça. Les deux grandes voiles sont celles qui sont les plus difficiles à hisser à la main. Nous arrivons bientôt en vue de Lastovo. Le commandant a promis de nous parler de cette île à l'histoire singulière. Mais auparavant, il souhaite nous conduire vers un endroit surprenant. Doublant la pointe d'une île, nous apercevons au loin comme l'entrée d'un tunnel creusé dans la montagne. Nous apprenons bientôt qu'il s'agit d'un repère, une ancienne cache pour sous-marins. Il y en aurait plusieurs comme celui-ci dans l'archipel, mais impossible d'en savoir plus pour le moment. Après une courte baignade dans ce décor étrange, nous reprenons notre route vers Lastovo. D'abord, je dois vous préciser quelque chose. Avant, à l'époque de la Yougoslavie, l'armée se trouvait ici, dans cette région. Elle occupait l'île de Lastovo et l'île de Vis. Et pendant 50 ans, pas un étranger n'était autorisé à s'y rendre. Beaucoup de gens ont fui l'île après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup sont partis en Italie. Seuls les plus pauvres sont restés. Ils vivaient de la pêche et avaient des conditions de vie très modestes. C'est à la lumière des informations données par le capitaine que nous débarquons dans le port. Quelques rares voiliers, une petite station-service, un ferry à quai, la gueule ouverte. Après une si longue anesthésie, le réveil de Lastovo semble bien difficile. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée a tout de suite investi les lieux. Même chose pour l'île de Vis. Personne n'avait le droit de venir ici.
Ma sœur s'était mariée à Hvar et j'ai dû me rendre au poste de police auprès de Lugda et donner des garanties pour qu'elle puisse venir ici. Pendant 28 ans, au temps de la Yougoslavie, l'île était interdite aux étrangers et même aux citoyens yougoslaves non résidents de l'île, sauf s'ils avaient une autorisation spéciale. Sur leur terrasse, assis côte à côte, Ivan et sa femme évoquent sans doute comme chaque soir quelques vieux souvenirs. Savent-ils seulement qu'ils ont devant eux l'un des paysages les plus purs de Méditerranée? Mais pour combien de temps encore? Au matin, le capitaine a levé l'ancre et mis le cap à l'ouest en direction de l'île de Vis, et plus précisément de Biševo. Ce petit îlot reçoit durant l'été une foule considérable de visiteurs attirés par une étonnante curiosité naturelle. Nous accostons à Biševo. C'est là que nous avons donné rendez-vous au professeur Bozanić. Il arrive bientôt avec ses amis à bord d'un bateau à la coque peinte en noir, une Gaieta Falcuza. Josko Bozanić est professeur en sciences humaines à l'université de Split. C'est en s'appuyant sur les témoignages de quelques anciens marins de l'île de Vis qu'il a pu reconstruire ce bateau aujourd'hui disparu, mais qui était autrefois la fierté des marins-pêcheurs de l'Adriatique. Pendant que Josko et ses amis préparent leur bateau, nous suivons le balai de petites embarcations touristiques jusqu'à l'entrée de la célèbre grotte bleue. Suivant les recommandations du capitaine, nous attendons que le soleil soit au zénith pour pénétrer à notre tour dans la grotte. Le phénomène est simple mais spectaculaire. Les rayons du soleil pénètrent à travers l'entrée sous-marine de la grotte et l'inondent d'une lumière bleue quasi irréelle. Quand nous retrouvons la Falcuza, l'équipage qui a revêtu le costume traditionnel des marins-pêcheurs est en train de hisser la grand voile.
Autrefois, les pêcheurs de vis qui devaient se rendre loin en mer pour atteindre les bancs de poissons avaient besoin d'un bateau avec des bords suffisamment hauts pour empêcher l'eau de rentrer. En même temps, ces bords étaient un obstacle à la remontée des lourds filets. C'est ainsi que naquit l'idée de construire des bateaux à bord rabattables, les falcuzas. La forme de cette barque est très ancienne et en même temps elle est très moderne. Ce concept du bateau modulable tient vraisemblablement ses origines des Phéniciens. Les anciens Grecs se sont certainement inspirés des Phéniciens, qui étaient considérés comme les marins les plus anciens et les plus expérimentés de la Méditerranée. Les Grecs ont conservé cette tradition et l'ont transmise à l'île de Vis. Et depuis cette époque, le concept du bateau modulable, puisqu'en réalité vous avez deux bateaux en un seul, a survécu jusqu'à la moitié du XXe siècle, jusqu'à l'apparition du moteur qui a rendu ce type de bateau obsolète. Et c'est justement à ce moment-là qu'est née l'idée, la prise de conscience, que cette barque avait une valeur culturelle. Il en découla le projet de restaurer une falcuza et de la présenter au monde comme un objet culturel. Un objet symbole de la culture maritime croate au sein du monde méditerranéen. À l'approche de Vis, nous sommes rejoints par une autre falcuza. Alors qu'autrefois ils étaient des centaines à naviguer dans la région, quand le professeur Bozanic décida de faire revivre ces bateaux, il ne trouva pas la moindre épave à restaurer. Un rituel très particulier est à l'origine de ce mystère. Chaque année, à l'occasion de la Saint-Nicolas, les marins-pêcheurs brûlaient les bateaux hors d'usage et offraient les cendres à la mer en l'honneur du saint patron. Base militaire de l'ancienne armée yougoslave, l'accès de Komija et de l'ensemble de l'île fut interdit aux étrangers jusqu'en 1989. Sans doute mal vécue à l'époque, cette punition est peut-être aujourd'hui la chance de Komija. Une ville authentique et à la beauté sans phare. Placée sous le signe de la tradition et de l'authenticité, cette journée dans l'île de Vis se termine chez le professeur Bozanic par un banquet bien arrosé comme il se doit. Une soirée illuminée par des récits de marins, des chansons et des rires qui résonneront jusque tard dans la nuit dans les ruelles de Komija. Notre voyage au cœur de l'Adriatique approche de son terme. Nous faisons route au nord en direction de notre dernière escale, l'île de Hvar.
Notre intention était de découvrir des îles authentiques et de rencontrer des hommes attachés à leurs traditions. Et nous voici à Hvar, le repère de la jet set et le lieu de rendez-vous des estivants branchés. Mais nous devons nous montrer patients. Comme à Dubrovnik ou à Korčula, Hvar doit probablement cacher quelques endroits vraiment authentiques. Hvar est très célèbre chez les gens riches. S'ils viennent ici, c'est seulement pour se montrer. Mais moi, ce que j'aime, c'est sa beauté. La beauté de ses paysages, son architecture, son histoire. Pour moi, c'est ça, Hvar. Rassurés par les paroles d'Abraham, nous regardons le soleil se coucher avec un émerveillement intact, avant de nous installer pour un ultime dîner sous les étoiles. Malgré la foule qui s'est emparée des ruelles et des places, des yachts rutilants alignés le long des quais, on devine la beauté de la ville qui se transforme le temps d'une nuit en simple décor de théâtre. Au matin, nous découvrons Hvar sous son véritable visage. Les noctambules ont laissé la place aux voyageurs venus admirer les chefs-d'œuvre laissés par plusieurs siècles d'influence vénitienne et byzantine. Hvar n'a jamais connu la puissance maritime et commerciale de Dubrovnik et de Korčula. Sa seule richesse fut son agriculture. Raisins, olives, figues et surtout la lavande, qui fut longtemps cultivée sur les hauteurs environnantes. C'est de là que l'on aperçoit Korčula, Vis et les autres îles que nous avons abordées au cours de notre voyage. Je travaille à la prévention des feux de forêt. Notre système de surveillance couvre toute la Dalmatie. Ici, le problème, c'est la lavande. Elle est très inflammable. Lorsqu'elle brûle, on a beaucoup de difficultés à s'approcher pour éteindre l'incendie. Elle brûle facilement car elle contient de grandes quantités d'huile éthérique. L'économie de la lavande a aujourd'hui presque totalement disparu. Seuls quelques passionnés comme Rocco continuent de gravir les collines de Hvar pour cueillir la lavande comme le faisaient les anciens. Mon grand-père cultivait la lavande, puis mon père. Et si je continue, c'est tout simplement par amour et pour respecter la tradition. On commençait la récolte après le 22 juillet, après la fête de Sainte-Madeleine qui avait lieu à Zvirče. Enfin, c'était comme ça, dans mon village du moins. On commençait alors à récolter la lavande. Les gens se levaient à 3 heures du matin et partaient à cheval. On mettait la lavande dans des sacs comme celui-ci, que l'on plaçait sur le cheval, et l'on rentrait à la maison autour de 9-10 heures du matin.
C'était très beau de voir ces gens partir à cheval vers 3, 4 heures du matin, dans la nuit, au clair de lune, au milieu des champs de lavande, de les voir récolter et puis revenir. Là, tout autour, il y avait des gens qui cueillaient la lavande, qui s'interpellaient, plaisantaient, bavardaient en récoltant.